Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Le risque, c'est un danger éventuel, plus ou moins prévisible, qui peut causer un dommage. Nous n'avons pas tous la même tolérance au risque. Certains en ont une aversion profonde, d'autres s'y exposent avec délice. Je suis Armelle Solélac, serial entrepreneuse, investisseuse et double tour du mondiste. Pour cette 6e saison, nous allons explorer les ressorts de la prise de risque avec des athlètes, des entrepreneurs, des investisseurs et des personnalités inspirantes. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre. Cet épisode d'Outdoor Minds vous est offert grâce au soutien d'Above & Beyond, le fonds d'investissement Early Stage, spécialiste des secteurs du tourisme, des sports et des loisirs. Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Grégory Sion, CEO de Pierre et Vacances. Bonjour Grégory. Bonjour Armelle. Grégory, est-ce que dans ton enfance, il y avait des signes un peu précurseurs de ce qu'allait devenir ensuite ta carrière professionnelle? Alors, pas du tout. Plus jeune, on va dire, timide, averse au risque, très bon en maths, mauvais en langue. Et là, si je prends un peu de recul, aujourd'hui, je dirais que je suis allergique à la technique, que je suis un profil très international, que je suis pas du tout timide, que je suis excité par les challenges et ultra positif. Donc, c'est exactement la continuité inverse de ce que j'avais pu faire à l'époque. Le seul point que je mettrais peut-être en continuité, c'est le côté sens de l'humour ou fun. Alors peut-être que ce sera pas très drôle aujourd'hui, mais la plupart du temps, c'est plutôt drôle. Donc ça, c'est le point commun entre l'enfance et aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les grandes étapes de ta carrière jusqu'à aujourd'hui et puis aussi nous présenter par la suite Pierre et Vacances? Alors, j'ai démarré il y a quelques années, donc pendant 8 ans dans le conseil en stratégie, donc une très belle école pour apprendre en fait à consolider, à rendre opérationnel sur des sujets différents. C'est aussi voir en fait l'environnement qui allait me plaire, à la fois le type d'entreprise avec de l'autonomie forte, plutôt des entreprises en croissance et le secteur du B2C plus que le B2B. Donc une belle école. Depuis 20 ans, je suis dans le digital et dans le travel, avec un gros prisme sur le commercial, développement et la transfo. Alors d'abord chez ProVacances dans le Comex, où je me suis occupé du LBO et tas de sujets, puis chez HomeAway comme DG chez Abritel, qui ensuite m'a envoyé aux États-Unis pendant 3 ans et j'ai terminé à Londres pour m'occuper de l'Europe. Et dans le groupe Pierre et Vacances Centerparks depuis 8 ans, d'abord dans des fonctions commerciales digitales sur l'ensemble du groupe et depuis 4 ans et demi comme CEO de Pierre et Vacances. Et alors justement, est-ce que tu peux nous présenter Pierre et Vacances un peu en détail? Alors, c'est une super société. Je suis pas très objectif, mais c'est globalement le leader du tourisme local. On est parmi les marques les plus connues du tourisme en France. On a 200 destinations en Europe, à la fois de l'hôtellerie, de la résidence, dans les plus beaux spots de vacances, que ce soit au ski où on est très connu, mais aussi sur le littoral. Et en termes de société, en fait, c'est une société qui, en 2019, pré-Covid, était déjà dans une situation un peu compliquée à l'époque. Donc, il y avait un PSE et le Covid est arrivé, donc ça n'a pas facilité les choses. Et depuis 4 ans, avec mon équipe, je pense qu'on a fait un très beau turnaround. On est parti d'un EBITDA autour de moins 10 millions et aujourd'hui, on est à 30 millions d'euros d'EBITDA, donc avec des KPI qui sont orientés au vert, un EBITDA qui a jamais été aussi élevé, un stock et des destinations en croissance, une satisfaction client qui a été doublée et une satisfaction de collaborateur, ça c'est super important, qui est passé alors on mesure avec un INPS, c'est pas très intéressant, mais qui est passé de moins 25 à plus 25. Donc on a vraiment une belle dynamique de transfo, les clients nous le disent et notre staff nous le dit. Donc on est content. Est-ce que tu peux nous raconter un peu quelques anecdotes depuis que tu as pris tes fonctions? J'ai pris mon poste, j'ai signé mon poste, j'ai dit OK, 3 jours avant le Covid, donc 3 jours avant le confinement. Donc là, j'ai eu 2 mois pour me demander si j'avais fait la pire erreur de ma carrière et j'ai pris mon poste le jour du déconfinement. C'est-à-dire que le jour où j'ai pris mon poste, les chiffres étaient au vert comme on n'en a jamais vu depuis. Donc je me suis dit que peut-être c'était un signe du destin. Donc trêve de plaisanterie, bon ça c'était juste pour dire que voilà, je suis plutôt orienté positif en me disant que le risque c'est plutôt une opportunité que quelque chose de négatif. Après une petite anecdote que j'aime bien parce que c'est quelque chose qu'on essaie d'insuffler chez Pierre et Vacances depuis 4 ans, c'est l'obsession à l'écoute client, passer du temps à vraiment écouter les problématiques. Je prends toujours l'exemple j'étais en train de discuter avec un maire, on était en train de parler d'un projet de développement à la montagne et
Le maire me dit, vous voyez ici, il y a samedi dernier, il y avait un bouchon de 3 heures. On est sorti de là, j'ai appelé l'équipe, je leur ai dit, le maire vient de me dire ça. Un an après, parce que le temps qu'on était pendant l'hiver, on sortait en fait l'offre dimanchiste, qui fait qu'aujourd'hui 25% de notre offre à la montagne, elle est ouverte en arrivée le dimanche plutôt que l'arrivée le samedi, ce qui fait que nos clients gagnent en moyenne 2 à 3 heures de bouchon à l'aller et au retour. Des clients ultra satisfaits, donc le NPS, l'indicateur de satisfaction qui a continué à monter. Et ça, c'est vraiment la culture qu'on s'est donnée, c'est l'écoute du client, l'écoute du terrain pour faire des choses qui répondent en fait aux attentes de nos clients. Petite anecdote. C'est quoi pour toi le risque? Quelle est ta définition finalement? Moi, ce que m'a appris le passage dans les pays anglo-saxons, c'est la vision positive du risque. C'est quand on parle de risque en France, on a souvent cette vision ultra négative. D'ailleurs, c'est connoté négativement. C'est l'échec, c'est pas atteindre ses objectifs, c'est pas tout maîtriser. C'est le côté vraiment spirale négative. Pour moi, le risque, c'est l'opposé. C'est la vision positive des choses. C'est d'ailleurs en anglais, on dit take a chance, c'est prendre une opportunité plus que un risque. Et c'est, moi, je mets les mots qui me viennent à l'esprit, c'est opportunité, challenge, incertitude, mais dans un mode positif. Donc, c'est comment est-ce que on va faire pour réussir, pour faire mieux dans un climat d'incertitude. Et en fait, la seule notion d'échec, pour moi, l'échec, c'est pas du tout le risque, c'est quand on n'a pas tout fait ce qu'on pouvait faire pour réussir. Le résultat, de temps en temps, on ne le maîtrise pas, on ne pouvait pas le faire, mais voilà, le risque, c'est justement cette vision très positive des choses, aller dans le bon sens. Voilà, côté anglo-saxon. Et toi, tu dirais que c'est quoi le ou les plus gros risques que tu as pris en tant que leader et surtout pourquoi est-ce que tu as pris ces risques? Alors, c'est assez facile dans mon cas, c'est de prendre un poste de CEO dans une boîte ultra déficitaire, pré-Covid, de prendre le job pendant le Covid avec très peu de marge de manœuvre. Donc, je pense que là, j'ai un bon exemple, une bonne illustration que je pourrais ressortir pendant quelques années. Donc, ça, c'est une illustration de peut-être la complexité. Maintenant, pourquoi j'ai pris ce poste et pourquoi j'ai pris ce risque? En fait, je discutais avec un ami et il m'a dit, en fait, mais c'est pas, il y a pas de question. Faut prendre le job parce que si t'échoues, on dira que c'était écrit d'avance. Si tu réussis, on dira que t'étais un génie. Donc, en fait, c'est toujours cette vision positive des choses en disant, en fait, prendre un risque, souvent, si on est le premier à le prendre et qu'on le fait en ayant calé un plan d'action, en fait, on a les plus grandes chances de réussite. Et donc, il faut pas hésiter à prendre ces opportunités qui s'ouvrent à soi, parce qu'il y a plein de gens qui sont frileux. Et il faut juste avoir la capacité à se dire, je vais peut-être avoir froid pendant un petit peu de temps, mais je sais ce que je vais faire pour y arriver. Et d'une manière générale, du coup, j'en déduis que le risque, c'est quelque chose qui est plutôt excitant que paralysant pour toi. Ah ouais, c'est ultra orienté dans ce sens-là. En fait, je pense que peut-être pré-Covid, je l'étais moins, mais avec le Covid où on se prenait une nouveauté tous les jours, où on se prenait des situations qu'on ne maîtrisait pas, il y a un moment, il faut se laisser porter et se dire, c'est de l'adrénaline, c'est des opportunités, on va apprendre à faire différemment. Quand on était en situation difficile, qu'on n'avait plus de cash, on a appris à faire avec moins de monde. On a changé notre manière de fonctionner. Et en fait, ces contextes difficiles, ces contextes qui forcent à se réinventer, c'est vraiment quelque chose qui doit être vu positivement parce que c'est comme ça, en fait, qu'on apprend et qu'on apprend à changer. Le point, après, c'est une citation que je trouve vraiment bien de Mandela qui disait, en fait, je perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et en fait, c'est exactement ça. Le risque, c'est quand on prend un risque et qu'on avance, on apprend à prendre, à continuellement se remettre le travail sur l'ouvrage et d'essayer à trouver des solutions différentes et à s'améliorer au fil de l'eau. Donc très positif là-dessus. Alors j'aime beaucoup cette citation effectivement de Nelson Mandela. Du coup, si tu regardes ton parcours, quelle a été selon toi ta plus grande erreur et qu'est-ce que tu en as appris? Alors, moi, franchement, je suis orienté positif dans la vie. Donc, ma plus grosse erreur, je dirais que c'est de pas être parti plus tôt à l'étranger. Je suis parti, j'avais 34 ans ou 35 pour un poste de CEO aux US, donc c'était super. Par contre, qu'est-ce que ça m'a appris? C'est quand on part dans une nouvelle culture, on sort de sa zone de confort, on apprend en fait à se réinventer. On n'a pas toujours les codes.
On n'a pas la maîtrise de son réseau. On doit se refaire des amis, on doit se refaire un réseau professionnel. Et vraiment, ce fait de prendre un risque, c'est-à-dire de prendre cette opportunité, ça m'a tellement changé dans ma façon de fonctionner. Je me suis remis en cause dans ma façon de manager, avoir une vision beaucoup plus positive des choses. En fait, d'en tirer plein de choses positives. Et ça, c'est vraiment le truc. Je vais dire en conseil, il faut vraiment commencer à prendre des risques le plus tôt possible et se donner l'opportunité d'aller chercher des situations de changement, des postes différents, des écosystèmes, des environnements différents, des pays différents, des façons de voir les choses différentes. Et à contrario, est-ce que tu as des grandes satisfactions, des accomplissements dont tu es particulièrement fier? Évidemment, le retournement de situation avec Pierre et Vacances, c'est un excellent exemple. Ouais, alors, en fait, c'est plus la réussite du retournement, c'est le cas. Je suis très fier. Il y a plein d'autres choses dont je suis fier, mais ce que je trouve vraiment bien, c'est de l'avoir fait avec une super équipe. C'est-à-dire que on a construit avec mon comité de direction une super équipe, à la fois le comité de direction, mais dans tous les niveaux, qui est alignée, et que cette transformation, on l'a pas fait en se flagellant et en étant tous moroses et négatifs. On l'a fait dans un climat toujours ultra fun. Et c'est, je pense, le truc qui est bien. Ça a été dur. Il y a des moments difficiles, mais on a toujours eu le sourire. On a toujours passé du bon temps ensemble. Et je pense que c'est le sujet ultra important. C'est quoi qu'il arrive, faut pas oublier que il faut s'amuser dans la vie. Il faut prendre du plaisir. Et surtout dans un climat 2025 où on n'entend pas que des choses positives. Je pense que c'est vraiment ce côté avoir conservé une image et une atmosphère super fun que je pense être une belle réussite. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Oh, il y en a plein. J'ai beaucoup choisi mes postes aussi par rapport aux gens que j'ai rencontrés. Ouais. Plus d'ailleurs, parce que je pense que c'est important d'être mentoré, c'est-à-dire avoir quelqu'un qui en fait apprend et qui aide à progresser. Donc premier truc, c'est vraiment sortir de sa zone de confort, ne pas prendre des postes où on est sans prendre de risques. Alors, sauf si ça amuse d'avoir une vie j'ai rien contre ça, mais très voilà, écrite d'avance. Moi, je sais pas ce que je ferai à la fin de la semaine, encore moins ce que je ferai dans un mois. Dans un an, là, ça devient de l'ordre de la science-fiction. Donc faut, voilà, je pense prendre les opportunités, être ambitieux. Et c'est ce que je disais tout à l'heure sur le risque, c'est positif. C'est aussi sortir de sa zone de confort. Et il faut pas hésiter, en fait, à être moins frileux que les autres. Il y a beaucoup de gens qui hésitent à prendre des risques. Et ben, être capable de prendre ces opportunités de manière plus rapide, plus agile, c'est quelque chose de très, très, très important. Et le dernier point, c'est aussi cultiver sa différence. Je trouve et ça, c'est quelque chose, je trouve qu'aux États-Unis, on cultive énormément. Chacun doit travailler sur ses forces, les développer, en faire vraiment son ADN. Et on travaille plus sur ses forces, qu'on est pas orienté positif, que sur ses faiblesses ou ses points d'amélioration. Moi, je connais mes points d'amélioration. J'ai pas essayé de les travailler. En fait, j'essaie de trouver des solutions pour les contourner. Je m'appuie sur des gens dans mon équipe qui ont des qualités que j'ai pas. Par contre, mes points de force, c'est là où je lui mets toute l'énergie et voilà. Je pense qu'il faut vraiment avoir cette vision positive dans la vie et travailler sur là où on est différent dans le bon sens du terme. Et toi, quel conseil finalement tu donnerais à quelqu'un qui aura envie de se lancer dans une aventure, qu'elle soit sportive, entrepreneuriale, peu importe, ou qui aura envie de prendre un risque d'une manière générale? Bah, déjà, il y a des gens qui gèrent le risque autrement. C'est-à-dire, si quelqu'un est très risque averse et qui quelque part son job c'est plus de piloter les risques, d'essayer de réduire les choses. En fait, faut pas aller non plus contre son ADN et se forcer si on n'a pas une vision positive du risque. Il faut pas si on est allergique à l'adrénaline et qu'on aime bien maîtriser les process et compagnie, bah la vie est belle, elle sera juste différente, ce sera peut-être un peu moins fun selon ma lecture, mais il faut pas se forcer à aller contre soi. Par contre, si on a plutôt une capacité à prendre des risques ou à aimer ça, mais de temps en temps être un peu réticent, j'ai une famille, j'ai des conditions matérielles à tenir et finalement j'ai une incertitude. Bah, premier truc, c'est toujours avoir une vision positive. C'est plus que ce que j'ai à perdre, mais qu'est-ce que j'ai à gagner à faire ça?
le voir tout comme une opportunité. Et ça change déjà radicalement les choses. Et le deuxième point, c'est une fois qu'on a pris la décision, il faut pas mélanger prise d'opportunité avec kamikaze. Quand on a pris une décision, il faut aussi mettre en place tout ce qui peut être mis en place pour réduire le risque au sens négatif. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour maximiser mes chances de succès en m'appuyant sur mon équipe? Qu'est-ce que je peux faire pour s'assurer que les choses vont bien se passer? Donc, prendre le risque, mais aussi travailler sur la feuille de route pour qu'on maîtrise un maximum de choses dans un monde où finalement il y a de plus en plus d'adversité et d'incertitude. Et il faut l'assumer et en tout cas tout ce qu'on arrive à maîtriser ou à réduire en termes de risque, de pouvoir le faire au mieux. Qu'est-ce qui te fait tenir dans les moments difficiles? Où est-ce que tu puises finalement ta motivation? Je dirais que la famille alors c'est un peu une banalité, mais je pense que c'est important de temps en temps de pouvoir se ressourcer et de couper entre le professionnel et le personnel. Avoir un équilibre perso qui permet aussi de se ressourcer, de se rappeler aussi que ce qui est important, c'est pas le business en fait, c'est de réussir sa vie. Et réussir sa vie, c'est d'être heureux et de passer des bons moments et faire que les gens ont plaisir à passer du temps ensemble. Après, le deuxième point, c'est je pense l'équipe directe, c'est de créer un climat d'échange. Moi, je crois beaucoup à l'authenticité en fait des relations. Et dans une équipe de direction, en fait, il faut être capable de créer un environnement positif pour être capable de partager ses difficultés, de partager les sujets sur lesquels on ne trouve pas des solutions. Et finalement, en fait, le côté hiérarchie, pour moi, il n'existe pas. Moi, mon métier, c'est d'être quelqu'un qui crée de l'énergie, crée un contexte, essaie de construire une vision. Et je suis là pour faciliter les choses. C'est pas pour donner mon avis sur tout. Mon équipe, ils sont tous meilleurs que moi. Je leur ai déjà dit, ils le savent tous. Et l'idée, c'est, je suis plus là pour créer un collectif. Donc, cette capacité à embarquer, à se parler de manière très transparente, ça permet d'être de plus en plus efficace. Et après, il faut aussi avoir un petit peu d'ambition et de se dire que moi, j'aime pas perdre. Donc, je suis prêt à tout pour réussir. Pas évidemment, j'ai des valeurs et je sortirai jamais de mon cadre. Mais pour réussir, voilà. Donc quand ça va pas, de temps en temps ça va pas, ça ira mieux demain. Donc faut être positif et penser que quand on est mal, demain ça ira mieux. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours fonctionné. C'était pas toujours demain, il y a des fois c'était après-demain, mais ça finit toujours par s'améliorer. Alors, toi, ça fait quand même longtemps que tu es dans l'industrie du tourisme. Elle a beaucoup évolué, particulièrement ces 10 dernières années. Quels sont pour toi les changements qui t'ont le plus marqué? Alors, alors j'y suis depuis plus de 10 ans, donc ça va faire un peu vieux sage qui donne un feedback sur l'évolution de l'industrie. Mais si j'avais voulu un petit jeune, j'aurais interviewé un petit jeune. Ouais, exactement. Bon. Non, je trouve que c'est en fait une industrie qui est en permanence en crise. C'est-à-dire que même avant le Covid, il y avait des bonnes années et il y avait des mauvaises années. Et les bonnes années, ça allait, mais les mauvaises années, ça allait vraiment pas bien. Donc c'est une industrie qui a toujours été à même de se réinventer. Donc ça, c'est pas nouveau. Et c'est aussi une industrie qui était ultra en pointe parce que vu que les marges sont relativement limitées, en fait, pourquoi j'adore le tourisme? Parce que c'est celle qui a évolué le plus vite en termes de digitalisation, en termes de distribution web. C'est des industries qui sont allées aussi vite, il y en a très peu. Qui sont allées vers le mobile aussi vite, il y en a eu très peu. Une industrie où il y a des nouveaux acteurs qui réinventent, disruptent, que ce soit dans la distrib, dans l'hébergement, dans la manière de faire les choses. Il y en a une dizaine par an et des acteurs qui réussissent. Et donc, c'est vraiment une industrie qui n'a pas arrêté de se réinventer. Depuis le Covid, ça s'est accéléré. C'est-à-dire que la crise du Covid, il y en a eu 4. Il y a eu des confinements, des déconfinements. Il y a eu l'année avec le plus de neige qu'on n'ait jamais vu depuis 20 ans où on n'avait pas le droit de skier. Voilà, je veux dire, il y a plus de limite en fait à la crise. Mais c'est une industrie ultra résiliente et je pense que c'est ce qui va continuer à aller dans ce sens-là. C'est justement parce que c'est difficile qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des idées brillantes et il y a plein de choses, des tendances de fond. Je suis ultra positif pour les 10 prochaines années, voire plus loin, parce que les gens n'ont jamais eu autant envie de partir en vacances. Et on a beau me dire ce qu'on veut, je pense que Laïs, on continuera à partir en vacances de manière assez physique en passant du temps sur des destinations
à consommer dans ces destinations. Donc c'est une industrie qui finalement va évoluer comme toutes les industries avec l'IA, mais elle va pas être mise en danger. Au contraire, les gens vont vouloir prendre encore plus de temps, plein de choses qui vont aller dans le bon sens. Je suis très positif par rapport à ça. Et alors justement, comment est-ce que tu vois les choses pour les 10 prochaines années? Il y a plein de tendances en fait dans le tourisme, beaucoup de nouveaux concepts, des nouvelles façons de distribuer. Mais ce qu'on voit, c'est il y a déjà plein de choses qui vont être très bien pour Pierre et Vacances et pour notre concept. Nous, on fait du tourisme local, c'est-à-dire on cherche des gens qui partent, qui prennent pas du long courrier, qui prennent un avion. Ils y vont en train, ils y vont en voiture, mais ils vont dans des beaux sites. Et on voit que les gens ont de plus en plus envie de partir, ils ont plus envie de se dépayser. Ils ont pas envie de partir forcément aussi loin qu'avant, pour des bonnes raisons, l'écologie, l'éco-responsabilité, mais aussi pour des bonnes raisons plus financières, c'est que ça devient de plus en plus cher de prendre un vol. Donc il y a ce besoin de partir loin en termes de se changer la tête, mais en partant moins loin. Et ça, c'est vraiment un concept de fond. Et il y a à la fois un besoin d'authenticité et de reconnexion, c'est-à-dire que les gens, en fait, ils veulent se retrouver avec leur famille, leurs amis. Ça, c'est quelque chose de fort. Donc, ils veulent retrouver sur des trucs authentiques avec des hébergements confortables. On entend beaucoup cette notion d'authenticité qui revient. Et en même temps, et c'est parfois difficile à concilier, mais c'est deux phénomènes ou deux tendances qui vont de pair, c'est le besoin de faire quelque chose d'expérientiel. C'est on part en vacances pour faire quelque chose de différent. On part pas pour faire la même chose. Donc il y a des concepts comme le lifestyle qui ont émergé il y a 10 ans, mais qui continuent d'émerger. Les gens, ils veulent des choses où on fait quelque chose de différent, on fait quelque chose avec du fun, on fait quelque chose avec de la restauration où on prend du plaisir. Et ce sujet en fait à la fois d'expérience et d'authenticité, c'est deux choses qui sont complètement réconciliables. Il y a plein d'acteurs qui vont émerger. Nous, on va continuer à surfer sur la vague et continuer à croître parce qu'on est confiant sur notre capacité à proposer des solutions qui répondent à cette tendance de fond. Alors là, on parle un peu d'avenir, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu sais avec une absolue certitude? Alors, je pourrais dire que la réponse que tout le monde dit, c'est que je ne sais rien. Mais non, je pense que le truc que moi je vois vraiment comme c'est en fait pour réussir, il faut faire des choses où on a plaisir à faire ces choses. C'est vraiment la notion de avoir du plaisir, ne pas se forcer dans le long terme à faire des choses qui déplaisent. Il faut suivre voilà ses envies, sa façon de fonctionner, l'ADN dont je parlais là, l'authenticité. Faut prendre du plaisir dans la vie, c'est ultra important. Est-ce que tu aurais pour terminer un conseil, soit de livres, de films ou de documentaires à regarder? Alors, quand je suis revenu en France, il y a un truc qui m'a vraiment j'adore ce pays, j'adore les gens, leur capacité à réinventer, l'obsession de parler de quand on est à table, de continuer à parler de restauration, de bouffe tout le temps. C'est vraiment, on a beaucoup de chance d'être dans ce beau pays. Par contre, il y a un truc, on n'est pas très bon, c'est qu'on n'est pas très positif. Je disais toujours, on a tendance à voir le verre à moitié vide alors qu'il est à moitié plein. Et j'ai un film, alors c'est pas un chef-d'œuvre, mais qui m'avait mis la pêche quand j'étais rentré, qui s'appelle Yes Man, avec Jim Carrey, où en fait c'est quelqu'un qui justement parle de l'importance de prendre des risques et de les voir dans une façon positive. C'est sortir de sa zone de confort et dire oui à toutes les opportunités. Et je trouve que c'est un peu une fable marrante, en plus plutôt très drôle, de dire voyons les choses positivement parce que ça va vraiment dans le bon sens. La dernière question, c'est quelle est finalement la question que je t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? C'est une bonne question. Quelle question j'aurais aimé qu'on me pose? J'ai pas de question qui me vient à l'esprit. Ça marche. Merci beaucoup Grégory Sion, CEO de Pierre et Vacances, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Voici les 4 points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que le risque en France est souvent connoté négativement, alors qu'à l'étranger, c'est une opportunité, voire une chance. Le deuxième point, c'est que partir à l'étranger, c'est apprendre de nouveaux codes, se faire de nouveaux amis, se remettre en question. Finalement, donnez-vous l'opportunité de vivre une mise en risque par vous-même le plus tôt possible. Vous en retirerez un maximum de bénéfices.
Le troisième point, soyez ambitieux. Cultivez votre différence, travaillez sur vos points forts et soyez indulgents sur vos points d'effort. Et le dernier point, le tourisme est une industrie qui a toujours connu des crises et qui a toujours su se réinventer. Paradoxalement, si le web, le mobile et l'IA font et ont fait par le passé bouger les pratiques, l'expérience authentique et physique reste le pilier et restera le pilier de l'activité touristique d'aujourd'hui et de demain. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu? Je vous invite à le partager autour de vous et à me soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela m'aidera beaucoup pour faire connaître ce podcast et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles personnalités inspirantes? Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très vite sur Outdoor Minds.